Et je vais me permettre de vous signaler que je serai le seul, je pense, candidat à la présidence de la République française. Voilà. C'est-à-dire, expliquez. C'est-à-dire que les autres candidats ne sont pas candidats à la présidence de la République française. Ils sont candidats au poste de Gauleiter de la région Frankreich de l'Union européenne, voilà, ou de European Union. C'est-à-dire qu'ils ont complètement abandonné le principe fondamental de la souveraineté et de l'indépendance nationale, et ils sont là à faire des reptations devant l'oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur la France, qui est une mafia. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est malheur d'ouvrir notre page politique, notre page campagne présidentielle 2027, avec mon invité, Monsieur François Asselineau. Monsieur Asselineau, bonjour. Bonjour, et puis bonjour à tous les auditeurs de TV Finance. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Asselineau, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Vous êtes président de l'UPR, qui a fêté ses 19 ans en mars dernier. C'est le temps en file. Les 20 ans sont en ligne de mire. Bravo, félicitations. Et nous fêterons les 20 ans pendant la campagne présidentielle. Exactement, mars 2027, exactement les 20 ans de l'UPR. Monsieur Asselineau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est votre entrée en campagne, un peu malgré vous, depuis le 19 mai, mais ça on reviendra dessus. Quelle est votre feuille de route concrète, Monsieur Asselineau, pour les prochains mois, avant le premier tour d'avril 2027, et comment comptez-vous faire du Frexit un sujet central du débat public, alors que vous êtes quasiment absent des grands médias depuis 2020 ? Alors d'abord, je vous confirme que je suis candidat, que je me donne les moyens pour être candidat, parce qu'il y a énormément on entend parler de dizaines de personnes qui vont se présenter, paraît-il, mais qui ne se donnent pas les moyens, c'est-à-dire il faut avoir 500 parrainages, et vous savez, ça ne se trouve pas dans le pas d'un cheval, comme on dit dans l'avare de Molière. Et je vais me permettre de vous signaler que je serai le seul, je pense, candidat à la présidence de la République française. Voilà. C'est-à-dire, expliquez. C'est-à-dire que les autres candidats ne sont pas candidats à la présidence de la République française. Ils sont candidats au poste de Gauleiter de la région Frankreich de l'Union européenne, voilà, ou de European Union. C'est-à-dire qu'ils ont complètement abandonné le principe fondamental de la souveraineté et de l'indépendance nationale, et ils sont là à faire des reptations devant l'oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur la France, qui est une mafia. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le plus bel exemple en étant M. Édouard Philippe, dont on va peut-être reparler. M. Édouard Philippe, dont je rappelle, personne n'est au courant. Mais il faudrait quand même que les journalistes, je ne parle pas de vous, vous êtes un excellent journaliste, mais les journalistes de la place des mainstream, il faudrait quand même qu'ils leur demandent, par exemple, à M. Édouard Philippe, non seulement qu'il parle de son bilan, il y a quand même un bilan assez extraordinairement scandaleux et lourd, mais aussi lui poser des questions du style: pourquoi vous êtes allé 4 fois au club de Bilderberg, Monsieur Édouard Philippe? Pourquoi vous êtes young leader de la French American Foundation? C'est quoi le truc? Pourquoi vous êtes allé faire votre génuflexion à Notre-Dame de Zelensky en se rendant non pas à Kiev, mais il faut dire Kiev, pour complaire, n'est-ce pas, à l'oligarchie qui a mis la main sur la France? Et ils sont tous comme ça, de Bardella jusqu'à Mélenchon, parce que Mélenchon refuse la sortie de l'Union européenne. Et on a affaire à des gens dont leur mission suprême est d'arriver au pouvoir pour tout simplement gérer ce qui reste de la France pour le compte d'une oligarchie qui a mis la main dessus. Et je vais vous faire une deuxième confidence. Non seulement je serai le seul candidat à l'élection présidentielle pour la présidence de la République française, parce que moi je me refuse à être le missi dominici, si vous voulez, ou le fondé de pouvoir de l'oligarchie sur la région France, mais de surcroît, le 3 mai 2027 au matin, le lendemain de l'élection, les Français auront élu un nouveau président. Bon. Et quel que soit le président qui sera élu, y compris moi, Madame von der Leyen, elle sera toujours présidente de la Commission européenne. Et jusqu'en 2029, son mandat court jusqu'en 2029. Et Madame Kaja Kallas, la commissaire européenne chargée de la politique étrangère, de sécurité et de défense, elle sera toujours là à pousser l'Europe, l'Union européenne, à entrer en guerre contre la Russie, qui est une puissance nucléaire. Et l'OTAN, on aura toujours M. Mark Rutte qui est là pour pousser l'OTAN à faire la guerre à la Russie. Et à la BCE, peut-être que Mme Lagarde ne sera plus, elle a annoncé qu'elle s'en irait.
avec d'ailleurs des ambitions sur lesquelles il faudrait s'interroger. Mais de toute façon, le successeur de Madame Lagarde ne sera certainement pas un Français à la tête de la BCE, et on dit que ça pourrait être le président de la Banque centrale néerlandaise, alors qui est un père tape dur, et là, pour le coup, nous, on va directement vers la faillite. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'il faut que les Français comprennent que s'ils veulent pas subir la loi de Mark Rutte, de Kaja Kallas, de Madame van der Leyen et du prochain président de la BCE, eh bien, il faut qu'ils sortent de l'Union européenne, et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de voter pour le seul candidat pour être président de la République française, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire vous, monsieur Asselineau. Mais alors, donc, justement, comment est-ce que vous allez faire en sorte que le Frexit soit un moyen plutôt qu'une fin en soi ? Déjà, il faudrait qu'on me donne la parole, mais vous avez remarqué qu'il y a en 2014, par exemple, j'étais passé sur l'émission de Ruquier à la télévision. J'avais fait d'ailleurs... Léa Salamé, ça a fait un buzz extraordinaire. On a plusieurs millions de vues, ça continue à circuler. C'était il y a 12 ans. J'étais davantage reçu il y a 12 ans que maintenant. Maintenant, c'est absolument une censure, mais c'est presque grotesque, c'est presque burlesque, parce qu'il n'y a plus rien. Je n'ai plus la moindre invitation nulle part. Ce qui prouve, c'est un formidable hommage du vice à la vertu. Ça me rappelle ce que m'avait dit un journaliste célèbre. Il m'avait dit, vous savez pourquoi on ne vous invite pas ? J'avais dit non. Il m'avait dit, parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Si ce que je disais c'était des sottises, si je faisais du Sandrine Rousseau, si je disais des conneries toute la journée, on m'inviterait en disant regardez. Non, le problème c'est que ce que je dis est extrêmement vrai, extrêmement grave, extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous caracolons sur Internet avec UPR TV sur YouTube, pour citer ce seul exemple, où nous avons 510 000 abonnés et 124 millions de vues cumulées. Je rappelle que M. Édouard Philippe, vous savez, qui est l'homme politique, paraît-il, préféré des Français, il a créé sa chaîne il y a 7 ans. Sur la chaîne de M. Édouard Philippe, il y a 7 000 abonnés quand nous, on en a 510 000. Et il a au total 1 million de vues cumulées quand nous, on en a 124 millions. Exactement. En préparant votre intervention, votre interview aujourd'hui, effectivement, je n'ai vu quasiment que vous, notamment sur TikTok, qui n'est pas une source exceptionnelle d'informations, mais en tout cas pour dire que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et surtout, au-delà du PRTV, vous êtes repris par des particuliers qui diffusent également votre message, monsieur C'est là, je peux me permettre, c'est un peu la stratégie Georgescu. C'est-à-dire Georgescu en Roumanie, qui était donné à 1% dans les sondages et qui a terminé à 22% au premier tour de la présidentielle. Moyennant quoi, l'oligarchie euro-atlantiste, qui sont des eurofascistes en fait, c'est du fascisme, le fascisme bleu aux étoiles d'or, a considéré que c'était la Russie qui était derrière. Et donc, vous savez que la France est intervenue on a fait un procès à monsieur Georgescu. La présidentielle a été arrêtée et lui quasiment en même temps. Voilà, moyennant quoi d'ailleurs, la situation politique en Roumanie est explosive en ce moment, parce que il y a un moment à partir duquel, à force d'interdire au peuple avec un S, que ce soit les Roumains, les Français, etc., de penser ce qu'ils pensent, alors à force de leur imposer une politique par la manipulation des journaux et des médias, ça marche jusqu'au jour où il va y avoir une explosion générale. Monsieur Asselineau, vous nous avez dit, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir précisé, rappelé, que vous êtes le seul candidat à la présidence de la République française. Vous faites référence à la vingtaine de candidatures qui se sont déjà déclarées. Une vingtaine de candidats se sont déjà déclarés. Oh, bien plus que ça, bien plus que ça. Entre 20 et 30, effectivement, c'est gigantesque. J'ai vu que Le Monde, je sais plus quoi, ou les Échos en comptabilisaient 35. Mais vous savez, non, c'est pas... En 2017, quand j'avais été candidat, je crois qu'il y a eu jusqu'à 300 personnes. 300 personnes, oui. C'est gigantesque. Mais alors justement, dans ce brouhaha, dans ce micmac de candidatures, une question revient souvent. Alors je vous la pose souvent, mais quand on lit les commentaires sur YouTube, sur vos interventions, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous allez enfin faire une alliance avec ce que certains considèrent comme les autres souverainistes ? Je pense à Philippot, je pense à Dupont-Aignan. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ? Au contraire, comme on l'a bien compris en introduction, finalement, vous êtes le seul candidat du Frexit. Mais c'est une question que vous devriez poser aux autres. J'ai créé l'UPR en 2007. Monsieur Dupont-Aignan et Monsieur Philippot, a été chassé du Rassemblement national en 2017. J'ai fait une vidéo qui circule sur Internet où je lui ai proposé de nous rallier. Il a refusé. Il y a également une vidéo sur laquelle on vous voit lors d'un meeting. Oui, c'était le 31 janvier 2020. Il a refusé
comme il avait été l'homme politique le plus médiatisé de France pendant la campagne de Madame Le Pen, qui nous proposait d'ailleurs, soit dit en passant, absolument pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, Monsieur Philippot pensait qu'il allait l'écraser médiatiquement. Et puis c'est pas ce qui s'est passé. Non, pas voilà. Donc il comprend vos idées maintenant. Bien sûr, mais il a refusé de nous rallier. Et puis son truc ne marche pas. Donc, et maintenant, il me reproche de refuser une alliance. Mais je ne refuse pas d'alliance, qu'il nous rallie. Enfin, depuis quand? D'ailleurs, on fait des scores électoraux supérieurs aux siens. Sur Internet, c'est supérieur à lui. Nous avons, excusez-moi, 90% de l'apport intellectuel sur la question du Frexit, c'est l'UPR. Probablement plus. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis, de toute façon, M. Philippot ne sera pas candidat. Et pourquoi il appelle à voter pour M. Philippe de Villiers? Justement, parlons de M. Est-ce que M. Philippe de Villiers a fait une alliance avec Philippot? Pas du tout. Il n'a même pas remercié. Il parle du Bruxit un peu. Oui. Écoutez, il y a par ailleurs, il y a autre chose de tout ça, c'est que on cite toujours les mêmes gens, Dupont-Aignan et Philippot. Bon. Mais Villiers maintenant peut-être. Ouais, mais il y a d'autres personnes. Je rappelle quand même qu'en 2022, M. Philippot, il a eu 1 parrainage, M. Kuzmanovic en a eu 49. Et lui, il est de gauche, il vient de LFI, il a changé, et il propose la sortie de l'Union européenne. Pourquoi on ne parle jamais de Kuzmanovic? Et Kuzmanovic, justement. Il a eu 49 fois plus de parrainage que Philippot. Moi, j'ai créé un parti politique qui a pour ambition de rassembler tous les Français de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche qui sont d'accord sur une chose fondamentale, c'est de mettre de côté leurs divergences pour amener la France à sortir de cet enfer dans lequel on est tombé et qui nous a volé notre souveraineté, notre indépendance nationale. Moi, j'aime bien l'histoire de France, et l'histoire de France nous apprend, à de nombreuses reprises dans l'histoire, mais en particulier, par exemple, pendant la France libre, qu'il y avait des patriotes un peu partout. Il y en avait à l'extrême gauche, il y avait au Parti communiste, il y en avait à l'extrême droite, et De Gaulle avait demandé à Jean Moulin de rallier à la fois des partis communistes, des socialistes, et puis ça allait jusqu'à la cagoule, qui était l'extrême droite française, mais une extrême droite anti-allemande. Et c'est pas que De Gaulle était communiste, mais il prenait compte des réalités. Je prends souvent l'exemple du référendum de 2005, où il y a 55% des Français qui ont voté non. Vérification faite après avec les sondages post-électoraux, sur ces 55%, il y en avait 25 qui venaient de droite et d'extrême droite, et il y en avait 30 qui venaient de gauche et d'extrême gauche, notamment Laurent Fabius, qui était au Parti socialiste, avait appelé à voter non. Donc on était dans cette situation. Et c'est ça qui permet de dépasser les 51%. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous avez peut-être remarqué que depuis 2005, ça fait 21 ans, il n'y a jamais eu de référendum. Parce que les oligarques, la mafia qui a mis la main sur la France, sait que c'est là le talon d'Achille, il est là. C'est que si jamais une structure, un responsable politique arrive à fédérer des gens de droite et de gauche, ils peuvent triompher de ça. C'est la raison pour laquelle il est hors de question, d'ailleurs c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de l'ensemble des gens qui nous ont rejoints. Vous avez peut-être remarqué que M. Dupont-Aignan ou Philippot proposent de faire l'union des droites, mais avec le Rassemblement national, avec éventuellement Retailleau, en tout cas avec Zemmour, avec Mme Marion Maréchal, qui refuse de sortir de l'UE. Donc, donc ils seront minorisés. Et d'ailleurs, c'est pas genre les mêmes services à gauche. Si vous voulez, à gauche, vous avez des gens qui veulent qui se prétendent être pour la sortie de l'Union européenne. Je pense à un tout petit parti qui s'appelle le Parti pour un renouveau communiste en France, auquel appartient Mme Annie Lacroix. Mais eux, ils veulent coller à Mélenchon qui ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc la seule solution, enfin ce que je dis est raisonnable. Enfin c'est la rationalité même, c'est la logique même. Il faut que les Français pendant quelques mois, quelques années, comme ça s'est passé sous la Résistance, comme le disait, c'était Aragon, et que la Résistance rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Il faut que les Français sachent mettre de côté leurs divergences pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça ne vous échappe pas d'ailleurs que M. Bolloré donne une très large tribune à M. Philippe de Villiers, qui d'un seul coup s'est pris une passion pour ce qu'il appelle le Frexit, qui n'est pas le Frexit d'ailleurs. Ce qu'il propose, c'est pas du tout le Frexit. C'est le Bruxit, c'est ça. Même pas. Mais ça change tout le temps. En tout cas, M. de Villiers. C'est pas l'article 51 en tout cas. 50. Non, absolument pas. Et M. de Villiers propose de sortir, par exemple, de l'accord UE-Mercosur. Bon, très bien. C'est vrai que l'accord UE-Mercosur nuit énormément aux éleveurs français, mais M. de Villiers, il oublie quand même que depuis 1992, il y a eu 18 accords de libre-échange qui ont été signés avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili,
États-Unis, le Canada, la Chine, etc. Et que sur ces 18 accords de libre-échange, il y en a 16 qui ont nui à l'agriculture française. Et M. De Villiers n'en parle que d'un. Donc c'est pas le Brexit qu'il propose. Et puis le Brexit, c'est bien autre chose que ça. Le Brexit, c'est également en matière migratoire, par exemple. Il est contre le pacte asile-migration. Mais on reste donc dans Schengen. Donc on a une interdiction des traités européens de mettre des barrières aux frontières, pour contrôler les frontières. Monsieur De Villiers, évidemment, ne propose pas la clé de voûte de ce que je propose, c'est rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. C'est à partir de l'acte unique de 86 qu'il n'y a plus de contrôle sur les mouvements de capitaux. C'est le début des délocalisations industrielles. C'est très important à comprendre. Sur Téléfinance, normalement, les spectateurs comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis, moi, quand j'étais étudiant à HEC, en 1978, l'industrie représentait 28% du PIB industriel. On est tombé à 9%. Et les gens qui me disent, vous vous rendez compte si on sort de l'UE, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Si on y reste dans 10 ans, il n'y aura pratiquement plus d'industrie. J'ai vu d'ailleurs, un truc assez extraordinaire. J'ai vu monsieur Édouard Philippe, il a fait une admonestration assez dingue, en fait. Et là, lors de son débat, j'ai fait une petite photo, que je le cite exactement. Il a dit exactement ceci. Il a dit, je le cite, dans son débat qu'il y a eu dimanche, nous produisons plus cher que les Chinois avec des technologies plus anciennes. On est en train de se prendre une gifle qui va bientôt ressembler à un chaos. Mais non, une pipe, qui est responsable? C'est les Français, c'est pas les Français, c'est l'oligarchie dont il est le subordonné. Lorsqu'il y a eu les accords de Marrakech, c'est une décision absolument délibérée, je le sais d'autant plus que j'étais aux affaires à ce moment-là, qui a été de transférer le maximum d'usines et de savoir-faire aux Chinois. Et comme les Chinois sont loin d'être un peuple imbécile, contrairement à ce qu'on a bien voulu faire croire, les Chinois, les Indiens, ce sont des civilisations beaucoup plus anciennes que les civilisations en Europe. Les Chinois ont inventé des tas de choses, l'imprimerie, les feux d'artifice, etc., etc. Les Indiens ont inventé la numération décimale de position, ce qui est l'invention la plus géniale de l'humanité. On a transféré ceci et maintenant, monsieur Philippe nous explique, il fait un reproche aux pauvres Français qui ont assisté à ça. On leur avait pas demandé leur avis, on leur avait expliqué, bien au contraire, que l'Union européenne, Maastricht 92, et puis les accords de Marrakech créant l'OMC, on leur avait dit que c'était plus de croissance, plus de richesse, plus d'emplois. On leur a menti. Donc dehors les menteurs, il faut chasser cette bande d'escrocs. Exactement. On va basculer donc sur l'entrée en campagne d'Édouard Philippe lors de son meeting dimanche dernier, qui n'a pas dévoilé grand-chose de son programme, ça il faut le dire. Juste tout au plus, il a expliqué il a insisté lourdement sur la nécessité de mener certaines réformes importantes. Vous savez ce qu'il veut dire par réforme importante, et est-ce que vous aussi vous en mettrez en place? Bien sûr, mais c'est pas du tout les mêmes. Alors déjà, il faudrait dire un truc sur Édouard Philippe, c'est qu'il a menti effrontément. Il a dit, son slogan d'ailleurs, c'est « croire en nous ». Déjà, je trouve ça curieux comme slogan, parce que quand on se présente à l'élection présidentielle, mais il est vrai que lui n'est pas candidat pour être président de la République française, il est candidat pour être Gauleiter, pour le compte de Washington et de Berlin sur le peuple français. Mais moi, on ne demande pas de croire. C'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de rationalité. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, au moment même où il disait croire en lui, ses équipes disaient qu'il y avait eu 5400 personnes. C'est pas vrai. L'Arena compte 8000 sièges. Il était vide aux 2 tiers. Et encore, on a certaines rumeurs insistantes circulent dans Paris selon lesquelles il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été payées qui étaient des figurants. Bon, c'est-à-dire que ça a été un flop extraordinaire. Je regardais d'ailleurs sur YouTube la chaîne de monsieur Édouard Philippe, qui maintenant s'appelle Avec Édouard, qui a été créée il y a 6 ans. J'ai vu qu'on est à 1 jour et demi après la publication de son discours. Tout à l'heure, je regardais ça, il avait 3000 vues et 103 j'aime. C'est pas beaucoup. Au bout d'1 jour et demi. C'est pas beaucoup. Mais moi, quand je fais des trucs, au bout d'1 jour et demi, j'ai 50 000, 60 000, 100 000 vues. Vous êtes extrêmement populaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne veulent pas de ce type-là. Et vous avez les médias qui sont là, qui jusqu'à pour nous en mettre, c'est comme du gavage pour avoir du foie gras, pour du gavage d'oie ou de canard. On nous met ce type-là matin, midi et soir. C'est comme Sarah Knafo, c'est le candidat des médias, en fait. Voilà. Mais Madame Knafo, ça y est, vous avez eu, elle a été débranchée, des sondages. Donc c'est incroyable. Comment les Français sont et
du jour au lendemain. Du jour au lendemain, maintenant c'est terminé. Elle était parachutée pour la mairie de Paris. Et puis maintenant, elle a été retirée. Elle redevient la compagne. Alors maintenant, vous m'interrogez sur les programmes de M. Édouard Philippe, mais ce n'est pas ses programmes, c'est le programme de l'oligarchie et de la Commission européenne. Donc il en tient mordicus au fait il l'a dit, il faut que les Français travaillent plus. Bon, il veut reporter l'âge de la retraite à 67 ans, ou bientôt 70, parce que c'est bon. Et moi, j'aimerais que monsieur Philippe nous explique un truc. Il y a en France quasiment 4 à 5 millions de chômeurs. Bon. Il y a en France l'arrivée, comme dans tous les pays du monde, en particulier les pays de l'OCDE, l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'après toutes les études que je lis, l'intelligence artificielle va mettre en péril 5 millions d'emplois. Alors, certains vont être, il va en créer un petit peu, mais pas autant, et certains estiment qu'on pourrait perdre 3 millions d'emplois dans les années qui viennent. Soit dit en passant d'ailleurs, les emplois qui vont être le plus menacés par l'intelligence artificielle, ce sont des emplois intellectuels. Par exemple, comptabilité, le notaire, les médias, les cabinets de conseil, etc. En revanche, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est plutôt les artisans. Les coiffeurs, vous ne faites pas, jusqu'à présent, les plombiers, les couvreurs-zingueurs. Les métiers manuels, en quelque sorte. Les métiers manuels, ou les charcutiers, les bouchers. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, je m'adresse ici à tous les Français. S'ils veulent s'assurer que leurs enfants auront un emploi, il faut peut-être c'est peut-être le grand renouveau des métiers de l'artisanat, mais vers le haut, parce que nous avons des salaires qui sont élevés, mais la France est plus cultivée, ce qu'on appelle au Japon, qui est un pays que j'aime bien, où j'ai vécu, vous le savez, les trésors nationaux vivants. C'est-à-dire avoir des gens qui soient extrêmement compétents, des ébénistes, qui, par exemple, font des restaurations de meubles du XVIIIe siècle. Ça, ce sont des compétences que l'on a en France, qu'il faut développer. Mais moi, j'aimerais savoir comment M. Édouard Philippe va occuper les gens jusqu'à 67 ans, quand on a 3 millions d'emplois qui vont disparaître, et qu'on a déjà 5 millions de chômeurs. J'aimerais qu'il nous explique. J'aimerais aussi qu'il nous explique que, par exemple, il veut supprimer, c'est M. Attal. M. Attal, il a dit qu'il allait supprimer 100 000 fonctionnaires. Bon. Mais j'aimerais qu'il nous explique qui. C'est qui va supprimer Parce que c'est très facile. Probablement. Oui, mais c'est qui C'est qui on a trop de policiers. Je pense qu'il doit parler. On a trop de gendarmes, on a trop de juges, on a trop de personnel enseignant, on a trop de personnel médical. La réalité, nous, on a des réformes à faire, mais nous, on taille d'abord dans toutes ces dépenses inutiles. Il y a peut-être trop d'agences, peut-être qu'il faisait référence à ces agences. Non, il parle de fonctionnaires. Nous, on veut supprimer les régions, 5 milliards d'euros, qui ont été créés comme collectivité de plein exercice par Mitterrand en 1980. Donc, déjà très bien avant. Hein. Voilà. Donc, et d'ailleurs, après, on s'est creusé la tête pour savoir quelles compétences on allait leur donner. Et puis, évidemment, on a créé 1785 postes de conseillers régionaux qui appartiennent à tous les partis politiques de LFI ou RN y compris. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas supprimer leur truc. Nous, on veut supprimer le Conseil économique et social, on veut supprimer les Césaires, on veut supprimer, par exemple, les conseillers départementaux. C'est le couple de candidats. Vous savez, c'est à Hollande qui avait fait ça. Fallait un homme et une femme. C'est quand même incroyable pour les élections au conseil départementaux. Nous, on supprime. Un seul suffit. On veut diminuer le nombre de députés, diminuer le nombre de sénateurs, et puis on veut sortir aussi des coûts monstrueux de la Commission de l'Union européenne et des libéralités extraordinaires qu'on verse à l'Ukraine. Parce qu'en plus de tout ça, ces gens qui sont d'une nullité économique extraordinaire comprennent pas quelque chose. C'est que quand on taille dans les dépenses publiques, je suis d'accord pour tailler dans certaines dépenses publiques, mais il faut les cibler. C'est-à-dire que quand vous taillez, si vous diminuez des ressources, par exemple, à des chômeurs, outre les problèmes sociaux explosifs que ça crée, mais les chômeurs, ils consomment en France. Donc c'est de l'argent que vous introduisez dans la machine. Je ne dis pas que c'est formidable, mais il y a quand même ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, c'est que ça fait tourner l'économie française. Alors que lorsque vous donnez 12 milliards ou 15 milliards d'euros à l'Union européenne, c'est perdu. C'est totalement perdu parce qu'avec ça, la Pologne va acheter du matériel américain. Donc, l'argent qu'on verse à l'OTAN, l'argent qu'on verse à Zelensky, l'argent qu'on verse à l'Union européenne, c'est de l'argent qui n'est même pas réinjecté dans l'économie française. Il faudrait que tous ces gens aillent suivre un peu des cours d'économie, si vous voulez, plutôt que de prendre la pause. D'ailleurs, c'est quand même indécent de voir le bilan monstrueux qu'a laissé à la fois Édouard Philippe ou Gabriel Attal et qui maintenant prennent la pause du type hyper compétent qui va nous sauver. D'ailleurs, M. Attal a poussé le culot tellement loin qu'il a un programme à 10 ans pour
redresser la France qu'il a plombée au cours des 10 dernières années. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On va rester sur ce bilan. Alors, quel bilan vous dressez des 10 ans d'Emmanuel Macron, des bientôt 10 ans d'Emmanuel Macron? Tout le monde dresse un bilan. Ouais, tout le monde dresse le bilan. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas. Sur tous les points, économique, politique, social, il laisse un chaos. Et puis institutionnel, et puis sur la morale publique aussi. C'est devenu désormais, et puis sur les libertés publiques qui sont de plus en plus menacées. Est-ce qu'on peut parler de déclassement de la France sous Emmanuel Macron? Ah oui, évidemment. Évidemment. Et quelles seraient les 3 mesures de votre programme pour y remédier? La toute première, c'est la sortie de l'Union européenne. Moi, je suis élu, la première chose que je fais, c'est ça. Et la deuxième, c'est de relancer le pouvoir d'achat des Français, parce qu'il y a un vrai problème de niveau de vie en France. D'ailleurs, sortant de l'Union européenne, nous n'attendrons pas 2 ans pour prendre déjà des mesures. Vous savez qu'il y a 2 ans pour négocier, et les négociations... Eh bien, si on commence à nous chipoter, etc., nous, c'est nous qui avons les cordons de la bourse. Hein, donc, tout simplement, si ça traîne, on arrêtera de faire nos versements. Et puis, si ça traîne, on mettra aussi des barrières aux douanières. Parce qu'il y a des gens qui disent, si vous relancez... Nous, on a prévu d'augmenter substantiellement le SMIC. Il y a un vrai problème en France. Les gens disent, oui, mais les gens vont acheter des produits d'importation. Pas du tout. Vous dites au contraire, justement. Ça dépend, justement, si nous, on redresse, si on rétablit à notre façon, un peu ce qu'a fait Trump, d'ailleurs, pour les États-Unis. Si on impose des droits de douane en sortant du tarif extérieur commun qui nous est imposé de l'Union européenne, c'est une vraie révolution ce que je propose. Mais c'est pour revenir aux solutions de tous les pays du monde développés, parce que la Chine, l'Inde, etc., il n'y a pas de libre circulation des capitaux. Pendant les 30 Glorieuses, il n'y avait pas la libre circulation des capitaux, et nous détenions notre pouvoir en matière de commerce extérieur. Donc je résume, la sortie de l'Union européenne et ce qui va avec de l'euro et de l'OTAN, qu'on annonce si on prend les premières mesures. Deuxièmement, la relance du pouvoir d'achat, et troisièmement, des premières réformes institutionnelles, notamment pour rétablir les libertés publiques en France, qui sont extrêmement menacées. Extrêmement menacées. L'autre actualité brûlante politique, c'est le procès de Marine Le Pen, dont la décision de la Cour d'appel sera rendue tout à l'heure, malheureusement à 13h30, on ne pourra pas la commenter. Juste ce que l'on peut faire avec vous, monsieur Asselineau, c'est tirer des scénarios. Il y a a priori 3 scénarios qui se dégagent. Lequel serait le plus envisageable, selon vous? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je rappelle les 3 scénarios. Oui. Le premier, c'est la relaxe générale. Le deuxième, c'est l'inéligibilité pendant 7 ans. Le troisième, 5 ans. Et le troisième, c'est l'inéligibilité pendant 2 ans. Alors, moi, la relaxe... je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Donc, de ce que je crois comprendre, la relaxe générale serait quand même extrêmement surprenante. C'est pas le scénario favorable. C'est assez peu probable. Deuxièmement, l'autre hypothèse, c'est celle où, en fait, il y a la confirmation de ce qu'il y a eu en première instance avec les 5 ans d'inéligibilité, plus le reste, parce qu'elle a été condamnée à de la prison, donc à 4 ans de prison, je crois, dont 2 fermes. Elle a été condamnée à 100 000 € d'amende. Enfin, il y a eu toute une série de condamnations. Donc, si la Cour d'appel fait ça, là, elle ne se présentera pas. Donc, le candidat sera M. Bardella. Et puis, il y a effectivement entre les deux, il y a eu des rumeurs qui ont circulé, je crois relayées par le Canard enchaîné il y a quelques jours, enfin une semaine, selon lequel il y avait peut-être les juges d'appel décideraient de ramener l'inéligibilité de 5 ans à 2 ans. Alors si c'est 2 ans, comme ça a commencé le 31 mars 2025, ça mène jusqu'au 31 mars 2027. Or, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu le 18 avril. Donc techniquement, juridiquement, dans ce cas-là, elle pourrait se présenter. Cela étant, d'abord, il faut voir si c'est ça. C'est pas du tout ça qui va être forcément ça qui va avoir lieu, mais elle serait quand même dans une situation un peu délicate, parce que dans la mesure où on écarte l'hypothèse où elle serait complètement relaxée, elle serait quand même condamnée par ailleurs. Donc elle viendrait d'être condamnée, ça serait quand même pas très facile pour elle. Bon, cela étant, elle pourrait faire valoir aussi que c'est un jugement politique, donc c'est pas sûr non plus. Vous savez, rappelez-vous des gens comme par exemple Patrick Balkany, qui avait été condamné, il était ovationné par ses électeurs. Ça soulève une critique, un angle critique qu'on voit apparaître peu. C'est finalement, on a quand même l'impression que cette décision judiciaire est devenue de fait l'arbitre principal de la succession intérieure au Rassemblement national. Alors ça, à mon avis, c'est peut-être ce qui pourrait motiver les juges qui n'ont pas forcément envie de porter ce chapeau, parce que la justice est quand même son collimateur, et ils pourraient se dire que compte tenu, c'est d'ailleurs une jurisprudence qui a été du Conseil constitutionnel à Mayotte, c'est l'idée que une inéligibilité aurait un impact trop important sur la sincérité
sincérité d'un scrutin. Et donc les juges pourraient faire valoir que finalement on leur demande quelque chose d'impossible. C'est que 3 personnes, ce sont 3 femmes qui m'ont décidé ça, sur l'avenir d'un pays de 67 millions d'habitants. Finalement, c'est quand même plutôt français. Donc c'est vrai que ça pourrait être un sujet. Bon, j'en profite puisqu'on parle de justice pour parler de... Vous savez, on m'a lancé d'un fer dans les pattes. Alors... Juste, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant... je pense que tout le monde est au courant. Vous avez été renvoyé en procès pour agression et harcèlement sexuel, puisque je rappelle... Harcèlement au travail. Harcèlement au travail. En 2024, vous avez bénéficié d'un non-lieu, c'est important, il faut le rappeler, après les plaintes donc de 2 anciens salariés de votre parti. La Cour d'appel de Paris a donné raison au parquet qui a fait appel de cette décision. On ne connaît pas encore vos dates de procès, mais voilà, en proie, tout ceci se tire d'un article du Monde qui est paru le 19 mai dernier, ce qui a fait dire à beaucoup de monde aussi que finalement la campagne présidentielle était lancée, que les coups bas... De toute façon, tous les candidats sont poursuivis. Monsieur Édouard Philippe, il a le parquet national financier au Basque. Madame Le Pen aussi. Monsieur Bardella, ça ne saurait tarder. Il est également sous le feu de menaces de procès. Mélenchon, ça doit être du pareil au même. Enfin, en gros, et quant à Édouard Philippe, ça sortira un jour ou l'autre. De toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, justement, Monsieur Asselineau, comment est-ce que vous répondez à ces questions et surtout à ces questions judiciaires et surtout, est-ce que ça a un impact sur votre campagne et sur ces parrainages que vous allez chercher? Alors, sur la dernière question, pas vraiment, non. D'accord. Parce que, je rappelle quand même, pour que les Français comprennent bien, les gens qui nous m'écoutent, j'ai donc été accusé en 2020. Ensuite, j'ai eu droit à 48 heures de garde à vue. Et après ça, on a déféré devant le... Votre appartement a été aussi perquisitionné. J'ai eu perquisition, ma femme a été auditionnée, tous mes collaborateurs et mes proches à l'UPR. Ils sont remontés... Après, c'est les juges d'instruction. Après, la police judiciaire... Après, j'ai eu les juges d'instruction pendant près de 4 ans. Et j'ai eu 2 juges d'instruction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour l'affaire Grégory, il y en a eu un. Pour l'affaire Outreau, il y en a eu un. Moi, j'ai eu le droit à 2 juges d'instruction sur mon affaire. Ils ont, pendant près de 4 ans, ils ont tout fouillé. Ils ont regardé les fadettes, les téléphones, les heures de téléphone, la durée. Ils ont regardé les échanges de courriels. Ils sont allés remonter pour aller voir les collaborateurs que j'ai vus il y a 20 ou 30 ans, etc., pour demander si j'avais les mains baladeuses, des trucs comme ça. Enfin, c'est inimaginable. Et également mes collaborateurs. J'ai eu droit à passer devant des juges, devant des psychologues pendant 2 fois 48 heures assermentés. Et au bout de tout ça, les 2 juges d'instruction, qui sont des personnes totalement indépendantes, ont pris une ordonnance de non-lieu général. C'est-à-dire rien. Sur les 8 chefs d'accusation, tout était faux. Entre-temps, d'ailleurs, l'un de mes accusateurs avait retiré sa plainte. Et lorsqu'il y a eu des confrontations, j'ai droit aussi à des confrontations, il a dit au juge d'instruction, parce qu'à un moment, le juge d'instruction, parce qu'il disait du bien de moi. Alors, le juge d'instruction était un peu... Mais vous avez porté plainte, vous dites du bien de M. Asselineau, donc vous avez déclaré l'agression sexuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Le juge dit, les 2 juges disent, mais il s'est passé quoi? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, ce sont les policiers de la PJ qui m'ont dit de mettre ça. Oui, c'est ça la réalité de la France aujourd'hui, monsieur. Voilà. Donc évidemment, les juges d'instruction, qui sont des gens totalement indépendants, ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé ensuite que, face à ça, le parquet a fait appel. Entre-temps, en 2021, au moment où je cherchais les parrainages pour 2022, il y a eu des petits malins qui ont envoyé à tous les maires de France, y compris Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Tous les maires ont reçu des scans d'un article de Libération où j'avais l'impression d'être Nosferatu de Murnau, vous savez, une espèce de vampire. On m'a présenté comme un prédateur sexuel, etc. Tout ça a été envoyé. Du coup, je n'ai pas eu mes parrainages, bien entendu. C'était en 2021. Ensuite, donc, il y a eu cette décision qui a été rendue par les juges le 16 décembre 2024. Il s'est passé rien. Et puis là, paf, au moment où je cherche mes parrainages, on me ressort cette histoire par une cour d'appel, par le parquet puis la cour d'appel, la chambre d'accusation, pardon, qui me renvoie devant et qui, d'une part, ne m'a jamais auditionné, d'autre part, n'a pas pu auditionner les plaignants, puisqu'il n'y a plus de plaignants. Mais le parquet, c'est Darmanin.
Bien sûr, parce que le parquet dépend de Darmanin, alors que les juges ne dépendent pas de Darmanin. Et je me permets d'insister sur le fait que je n'ai plus de plaignant. Parce qu'il y en a un, malheureusement, qui est décédé dans un accident de voiture le 14 juillet de l'année dernière, et l'autre qui a retiré sa plainte depuis plus de 3 ans en disant « on m'a fait dire des choses qui n'étaient pas exactes ». Voilà la situation. Et l'objectif, alors d'une certaine façon, c'est un peu, si vous voulez... Quand je pense que je suis totalement interdit d'antenne et que la seule chose que les médias ont dite, parce que là j'ai eu droit à la dépêche AFP, ça a été dans toute la France, mais quand je vois, moi, je rencontre des maires, les maires ils comprennent très bien, de toute façon tout le monde est poursuivi, sauf que la grande différence, c'est que les juges d'instruction, qui sont des personnalités indépendantes, c'est eux qui ont déféré le dossier de Mme Le Pen devant le tribunal. C'est eux qui ont déféré, parce que c'est eux qui, à l'issue d'une investigation professionnelle, ont estimé qu'il y avait matière. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai eu le droit, c'est presque inouï. Le parquet fait appel alors que deux juges d'instruction m'ont absolument blanchi et qu'il n'y a même plus de plaignants. Donc, d'une certaine façon, c'est assez flatteur. Mais en fait, c'est pas la seule persécution dont je. Alors, au passage, je me permets de souligner, quand vous avez une femme, des enfants, de la famille, c'est quand même. Il y a un impact. C'est pas super agréable. Je voudrais rendre hommage ici à ma famille, justement, qui me connaît très bien. Bon, et c'est très bien que tout ça, ce sont des mensonges. Mais c'est pas la seule persécution. Quand vous avez, par exemple, le fait que nous sommes interdits de toute antenne. Quand je vois que, regardez là, le journal Le Monde a fait un torchon, un véritable torchon sur le Brexit, et qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul candidat à l'élection présidentielle qui propose le Frexit, nom d'une pipe. Je suis le candidat qui a le plus de vues sur Internet. Le Monde m'invisibilise. Alors, si vous voulez, c'est extrêmement agaçant, irritant, et l'objectif, c'est de nous désespérer, c'est de désespérer les gens qui ont confiance en nous. Alors, il y a cette raison officieuse qui est de dire qu'effectivement, peut-être qu'ils ont une dent contre vous. Alors ça, c'est totalement personnel. Surtout en public, ce qu'ils disent, c'est parce que vous n'avez fait que 0,92% aux dernières élections présidentielles, et donc que vous êtes considéré, selon eux, comme un candidat annexe ou un petit candidat. Pourquoi j'ai fait 0,92% C'est parce que j'avais 0% de... Si vous voulez, 0%. Moi, je vais en France, je rencontre des maires. Vous savez qu'il y a en France des maires qui ne savent pas qui je suis. Quand vous êtes totalement invisibilisé. Alors que vous êtes le candidat du C'est-à-dire qu'on est dans une société à deux vitesses. Il y a énormément de gens qui me connaissent, ce sont les gens qui sont sur Internet, mais il y a encore plus de gens qui ne me connaissent pas du tout. Des personnes âgées, des gens qui regardent TF1, BFM toute la journée, ils ne savent pas qui je suis. Donc on est devant une situation, c'est plus une démocratie. C'est-à-dire qu'on nous cache. Là, vous savez, la réalité, c'est pas parce que j'ai fait 0,92%. C'est ce qu'ils disent. Bon, oui, bien sûr. Vous savez, en 2016, il avait fait combien, Macron ? Il avait fait 0, il s'était jamais présenté quoi que ce soit. Il a eu droit à 25% du temps de parole, quand moi j'ai eu droit à 0,8. Qui avait décidé de ça ? Le candidat des médias. Voilà. Mais pas des médias, des détenteurs des médias. Parce que Le Monde, il y a qui derrière Le Monde ? Il y a une société qui s'appelle Le Monde Libre et qui est possédée notamment par Mathieu Pigasse, le milliardaire de gauche, et par également M. Daniel Kretinsky, qui est le Tchèque, qui rachète en ce moment par... Ce sont deux ultra-européistes. Ce sont des gens qui appartiennent à l'oligarchie. Donc je suis le candidat qui doit être occulté. C'est ça la vraie raison. Et j'ai de la peine pour ce monsieur Alain Frachon. Il a fait un topo... Absolument tout... Je vais faire une vidéo là-dessus, tellement j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout ce qu'il dit est faux. Mais tout, y compris par exemple sur le fait que ce serait la catastrophe le Brexit. Si c'était la catastrophe le Brexit, comment se fait-il que M. Farage, qui est le père du Brexit, a fait un triomphe électoral comme jamais vu depuis 2 siècles au Royaume-Uni ? Il est en train de pulvériser la scène politique britannique. Et quand il dit par exemple que les Britanniques se sont affaiblis, se sont effondrés et se sont appauvris considérablement, est-ce que je dois expliquer à M. Frachon que le PIB de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni pour 2026, c'est 4,4 300 milliards de dollars, la France était à 3600. Le Royaume-Uni nous a largement dépassés. Et puis de toute façon, le Brexit comme le Frexit, c'est pas uniquement une question d'économie, c'est bien autre chose. C'est recouvrer notre liberté, notre souveraineté nationale. C'est de décider de ce qui... C'est pas uniquement les questions économiques, c'est des questions en matière de géopolitique, c'est des questions en matière industrielle, en matière agricole, en matière d'industrie et de recherche, en matière de coopérations internationales, c'est tout ça à la fois. Et c'est également redonner vie à la vie politique française, parce que vous savez ce qui va se passer.
les médias ont prévu le coup. Ils vont tout faire pour que ce soit Édouard Philippe. Bon, ça passe pas. Édouard Philippe, à mon avis, ne passe pas. Bon, d'ailleurs, il le voit. Il commence à y avoir des sondages qui montrent que la grande majorité des Français ne veut pas c'est un escroc. Et par contre, il serait au second tour face à Bardella. Donc potentiellement, il est en train de représenter le front républicain qui va se mettre en place. Écoutez, je pense qu'on a affaire à des gens qui ont plusieurs plans. Voilà. Il y a le plan A, le plan B. Ils ont testé Attal, ça marche pas. Ils ont testé Philippe, ça marche pas. Il fait des salles aux 3/4 vides. Il fait, comme j'ai dit, moi, en 2 jours, je fais 100 000 vues. Là, en 2 jours, il fait 3000 vues et avec 103 j'aime. Enfin, c'est inouï. Donc, et ils sont pas bêtes quand même. Donc, il y a un moment à partir duquel ils vont débrancher, puis ils vont nous sortir d'un chapeau quelqu'un de tout à fait. On dira ouais, c'est totalement inattendu. Moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Dites-nous. Bon, c'est une idée, mais ça fait plusieurs années que je l'avais sortie, puis elle était repassée, puis là, elle repointe le museau à Madame Christine Lagarde. C'est possible, c'est qui a présidente de la Banque Centrale Européenne. Voilà, qui a décidé qu'elle allait démissionner, et 2, qui viennent de nous faire une déclaration comme quoi elle allait s'investir. Écoutez, c'est incroyable. Elle va s'investir dans la campagne européenne parce qu'il faut qu'il y ait une voix qui soit en faveur de l'Europe. Dans la campagne française. Oui, dans la campagne française. Ouais. C'est-à-dire qu'elle trouve que les partisans anti-européens ont table ouverte dans les médias. Mais c'est inouï. On entend des choses en France, absolument tous les candidats, de Bardella ils ont tous fait allégeance à la construction européenne, et Madame Christine Lagarde intervient en disant qu'il faut qu'elle apporte une voix favorable à l'Europe. Et à mon avis, vous savez, on peut manipuler tout ça. Elle aurait le mérite, elle n'a pas trempé. Les Français diront, vous verriez, il y aurait des gens style Sandrine Rousseau, ouais, c'est une femme formidable, etc. Et puis, on pourrait dire d'elle, ouais, elle parle parfaitement l'américain. D'ailleurs, je crois qu'elle a la double nationalité, mais c'est pas ça qui gêne. Elle a travaillé très longtemps aux États-Unis. Elle a été la tête de Baker McKenzie, qui est un des grands cabinets d'avocats à Chicago. D'ailleurs, elle a la tête bien faite quand même, on ne peut pas le nier non plus. Bon, on va parler de géopolitique. Dans le Landerneau, elle a été à la tête du FMI, elle a été à la tête de la BCE, mais dans le Landerneau des banquiers centraux, elle avait quand même très mauvaise réputation. Alors elle a pu peut-être se former un petit peu. Voilà. Enfin, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour les oligarques, c'est que de forcer les Français à voter contre leur intérêt, à eux, les Français, et pour l'intérêt des oligarques. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important à comprendre. C'est que la libre circulation des capitaux a fait en sorte, on le voit, depuis maintenant l'an 2000, on a une montée en flèche de la grande pauvreté en France, et même de la pauvreté. Les gens qui étaient des modestes sont en train de verser dans l'indigence. Les classes moyennes, qui étaient le produit fabuleux des 30 Glorieuses, les classes moyennes perdent du pouvoir d'achat. Bon, ça va, mais ils sont sur le déclin. Et puis à l'autre bout de l'échelle, il y a une toute petite... moi, je ne suis pas anticapitaliste. Bon, je ne suis pas... Mais... il y a capitalisme et capitalisme. Si c'est le capitalisme financier qui est un capitalisme prédateur il faut faire quasiment un retour sur investissement en 3 mois. Vous savez que vous avez des bilans tous les 3 mois, etc. Vous avez des investissements. Macron se gargarise d'investissements étrangers, mais c'est souvent des investissements, soit des trucs Amazon, des plateformes pour nous fourguer des produits chinois, soit c'est pour faire du dépeçage d'industrie. Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Mais à l'autre bout de l'échelle, vous avez maintenant une toute petite, 200 personnes qui sont devenues des multimilliardaires. Au cours des 30 dernières années, les 10 plus grandes fortunes de France ont cru de plus 2300%. C'est gigantesque. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bolloré, quand il a hérité de Bolloré, il avait en 1980, il devait avoir l'équivalent d'aujourd'hui. Vous savez, ça fabriquait du papier OCB pour les cigarettes, et puis il faisait un peu de négoce en Afrique de l'Ouest. Il avait une fortune de l'ordre peut-être de 200 millions d'euros d'aujourd'hui. Vous parlez du papa de Vincent Bolloré? Non, de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il a dû, dans les années 80, je ne me rappelle pas, je dis ça de mémoire. Mais effectivement, quand il a hérité de l'empire. Il devait avoir 25 ans, il a hérité du groupe familial, un groupe breton. Il avait eu droit à des parties de presse, il devait avoir quelque chose comme l'équivalent aujourd'hui de 200 millions d'euros. Enfin, tout le monde ne les a pas. Bien sûr, c'est quand même... Vous les avez, vous? Absolument pas. Donc tout le monde ne les a pas. 200 euros, moi. Voilà. Donc déjà, c'était une belle fortune. Mais en 2009, si vous regardez le magazine Challenge, il était passé de 200 millions d'euros à 2,5 milliards d'euros.
Et en 2024, il est à 11 milliards d'euros 15 ans après. Donc, et ce que je dis de M. Bolloré, vous le retrouverez chez François Pinault, Bernard Arnault, Xavier Niel. Vous avez vu que Xavier Niel, qui a commencé sa carrière dans le proxénétisme quand même, et dans le téléphone rose, il a été poursuivi et condamné. Et maintenant, d'ailleurs, il paraît que il va embaucher comme salarié monsieur Macron. Vous avez vu que Macron va se faire embaucher par un proxénète à l'issue de son passage à l'Élysée. Mais ces gens-là, qui sont des multimilliardaires, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils investissent, ils font de l'intégration verticale. Monsieur Bolloré, il a acheté Grasset pour publier les articles de responsables politiques dont il veut développer les idées. Après ça, il a acheté Hachette. Grasset, sont des éditions. Ouais, les éditions Grasset. Après, il a acheté Relais H et Hachette pour distribuer. Après ça, il a acheté Europe 1 et CNews pour faire la pub. Et après ça, il a acheté le CSA, l'Institut de sondage, pour dire que les Français plébiscitent. Ça s'appelle de l'intégration verticale. Et ça, c'est un phénomène des oligarques que l'on connaît dans tous les pays du monde, contre lesquels d'ailleurs quelqu'un comme regardez Trump, même avec Elon Musk, il en bave. Regardez ce qui s'est passé en Russie, en Chine. C'est un combat qui est méconnu en fait par les Français dans le monde entier. Il y a un combat féroce. Est-ce qu'on revient à un nouveau Moyen-Âge ? Mais le nouveau Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est plus le duc de Berry, le comte de Charolais, c'était Charles le Téméraire ou bien le comte de Toulouse, etc. Non, maintenant c'est les propriétaires des grands fonds de pension, BlackRock, Vanguard, ou des très très grands multimilliardaires, qui ont quelqu'un comme monsieur Bernard Arnault, dont la fortune, alors ça a des hauts et des bas. Des cours de bourse. Bon, mais enfin, ça varie entre 150 et 200 milliards d'euros. C'est un des hommes les plus riches du monde. Bon, largement dépassé maintenant par Elon Musk. Elon Musk, il a dépassé le 1000 milliards. Il peut retomber. Bon. Oui, c'est ça. Mais, enfin, retomber. On aimerait retomber. Très bien. Oui, on aimerait retomber comme lui. Mais ce sont des gens qui ont une fortune qui est supérieure au PIB de 40 ou 50 États du monde. Et donc, il y a une lutte féroce, savoir qui détient le pouvoir. Est-ce que ce sont les États-nations qui défendent l'intérêt général, ou est-ce que c'est un nouveau Moyen-Âge, parce que les États-nations sont sortis du Moyen-Âge à l'âge classique européen, avec des révolutions, mais au bout du compte, pour arriver à quelque chose qui est le bien commun, d'ailleurs, la res publica, république à l'origine, c'est ça que ça veut dire, c'est le bien commun. Et est-ce qu'en revanche, on va repasser sous les fourches caudines ? Alors, vous avez des gens comme Poutine ou comme Xi Jinping, où ils ont réglé ça d'une façon à leur manière, c'est-à-dire un peu Poutine, il a réglé le compte des oligarques qui ont dû s'enfuir, voilà, et Xi Jinping, des gens comme Jack Ma, vous savez, il était allé il avait dit, Nvidia. Voilà, Nvidia, il avait passé quelques mois, il était allé au Laogai, on l'avait envoyé à la campagne, à la chinoise, Et nous, on a affaire à des gens, regardez, ce sont tous des larbins, en fait. C'est des larbins de l'oligarchie qui se présentent devant les Français, parce qu'ils savent que c'est eux qui auront accès aux médias. Donc, d'une certaine façon, il faut que les Français qui m'écoutent comprennent bien que celui qui les défend vraiment, c'est celui qui est caché par les milliardaires. Parce qu'il y a un proverbe rome qui dit « on n'a jamais vu un homme ayant trop d'argent ». C'est-à-dire que des gens qui ont des 10, 15 milliards d'euros comme M. Bolloré, d'autres comme M. Bernard Arnault qui en ont 200 milliards d'euros, c'est encore pas assez. Eh bien, je dis que ça va bien, il faut revenir à quelque chose. Je ne suis pas du tout anticapitaliste. Mais c'est ça, finalement, quelle est votre réponse ? Est-ce qu'il faut, alors, face à cette concentration des richesses, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un impôt exceptionnel sur ces très il faut d'abord et avant tout casser la machine qui crée ça. Et la machine qui crée ça, c'est la libre circulation des capitaux, d'une part, parce que ça a permis à ces gens d'aller se délocaliser, c'est toutes les délocalisations industrielles, pour aller fabriquer par des gens très très mal payés au Bangladesh, etc., donc 20 fois moins cher qu'en France, et ensuite réimporter en France. Donc c'est l'effondrement de l'industrie française, d'ailleurs de l'industrie américaine, japonaise, pareil, c'est tous les pays de l'OCDE qui sont sur le même mouvement. Donc il faut premièrement lutter contre ça. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi la baisse du niveau de vie tendanciel des Français, mais c'est aussi la libre circulation
des capitaux, ce qui permet l'évasion fiscale. Puisque par des jeux d'écriture informatique, vous pouvez très bien faire apparaître des excédents, des bénéfices dans des paradis fiscaux, y compris en Europe, comme le Luxembourg ou même les îles anglo. Alors, c'est plus dans l'Union européenne, les îles anglo-normandes, mais enfin, vous trouverez facilement à faire apparaître, ou Malte, ou Chypre, vous pouvez trouver à faire apparaître vos excédents. Donc, c'est la libre circulation des capitaux. Et c'est justement parce que je dis ça que je suis bloqué. Il faut que les Français comprennent qu'il faut qu'ils m'aident. Aidez-moi. Il faut que les Français m'aident parce que je suis leur vrai porte-parole. Celui qui se bat pour leur rendre le pouvoir, c'est rendre le pouvoir à l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le seul candidat du président de la République au poste de président de la République française. Les autres sont des candidats pour être les fidéicommis, enfin les commis, les employés d'une oligarchie de milliardaires. Voilà. Alors, on va arriver à la fin de votre interview, Monsieur Asselineau. J'ai une question géopolitique. La géopolitique nous intéresse énormément en ce moment. Marc Rutte, secrétaire général de l'ONU, de l'OTAN, nous a dit, propos corroborés par tous les chefs militaires européens, que la Russie allait attaquer l'Europe dans les 5 ans à venir. Vous prenez la sortie de l'OTAN, si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous pourriez, alors dans ces cas-là, garantir la sécurité de la France sans l'Alliance Atlantique ? Alors déjà, excusez-moi un peu de vous contredire, c'est que c'est pas tous les chefs militaires. Non, mais il y a quand même de belles exceptions qui disent que ça c'est du pipeau. La deuxième chose, c'est que moi je suis quelqu'un de logique. Tous les gens qui me connaissent depuis que je suis petit m'ont toujours reconnu cette qualité, c'est de la logique. Donc la logique, si vous voulez, il faudrait savoir quel est le narratif qui compte. Est-ce que le bon narratif, c'est que la Russie est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir de l'Ukraine, puisqu'on nous explique ça? Alors, sans parler des maladies à répétition, il est à son 10e cancer, Poutine, il a les pieds plats, la maladie d'Alzheimer, le complexe d'Asperger, etc., etc. Et puis, paraît-il que la Russie est en train de s'effondrer. Et puis, pareil, on nous explique que dans les 5 ans, elle va nous envahir. Alors, moi, j'aimerais savoir maintenant ce qu'il faut voir. C'est le ministre néerlandais de la Défense qui a précisé les propos de Rutte. Voilà, mais vous avez d'autres, alors leur nom m'échappe sur le moment, mais vous avez des gens, y compris, je crois, en Pologne ou aux États-Unis, etc., et puis même en France. Vous avez des analystes qui disent mais c'est vraiment se moquer du monde. D'ailleurs, il faudrait se prendre. Pourquoi est-ce que Poutine voudrait envahir l'Europe en fait? J'aimerais qu'on m'explique. Certains disent pour garantir la sécurité de son continent, d'autres disent pour agrandir l'empire russe. Non, mais là, le problème de la Russie, c'est que c'est un pays qui est grand comme 20 fois la France, avec 150 millions d'habitants. Pour rapprocher ses missiles des États-Unis. Non, mais n'importe quoi. Non, mais la réalité. D'ailleurs, Poutine n'a même pas envie de mettre la main sur toute l'Ukraine, parce que c'est un type. Je suis pas son porte-parole. Non, bien sûr, mais ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, en fait, Poutine, c'est un type qui est rationnel et qui d'ailleurs est féru de droit international. Ne l'oublions jamais. Poutine, il a passé des années entières à essayer de gérer la situation telle qu'il en avait hérité. Je rappelle que Staline avait créé de toutes pièces l'Ukraine en mélangeant des populations anti-russes, les populations du nord-ouest qui sont des catholiques uniates, enfin c'est une variété en tout cas qui sont en communion avec Rome et qui ont le regard tourné vers l'Occident et qui ont été des collaborateurs des nazis, notamment dans la région de la Volhynie et de Lvov, et qui ont persécuté et les Juifs et les Polonais. Ça, c'est tout le nord-ouest. Et puis le sud-est, ce sont des gens des Russes, qui se sont substitués, il y a une espèce de grand remplacement, comme dirait l'autre, ils se sont substitués à des khanats musulmans. Bon, au XVIIIe siècle, avec la grande Catherine de Russie. Et Staline a créé de toutes pièces cette République socialiste soviétique d'Ukraine, avec des gens qui se détestaient. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en 1954, Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, pour célébrer le tricentenaire du traité de Péréoslav de 1654, qui avait rattaché toute la partie orientale du Dniepr à la Russie. C'est le début de ce qu'on appelle comment dirais-je, toutes les Russies. Quand on dit toutes les Russies, ça compte Minsk, ça compte Kiev et ça compte Moscou. À partir de ce moment-là, c'est en 1654, pour le tricentenaire, Khrouchtchev a décidé de faire cadeau de la Crimée, qui n'avait jamais appartenu à l'Ukraine, de en faire cadeau de la République socialiste fédérative de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Mais tout ça, c'était dans le contexte général de l'URSS.
Bon, les gens se sont dit, c'est pareil. Mais... Sauf que lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée en 1991, en termes de droit international, tout avait été peaufiné. Il y avait eu les traités, le transfert de souveraineté. Et donc, l'Ukraine a hérité de la Crimée. Crimée, où il y a le port de Sébastopol, création russe, ça veut dire la ville de Sébastien, qui avait été faite par la Grande Catherine et puis son général préféré, qui était également son amant Potemkin. Et donc, à partir de ce moment-là, Poutine a constaté, lorsqu'il y a eu la désintégration de l'URSS, il y avait eu un accord, c'est que le régime qu'il y avait à Kiev, il était un peu comme, si vous voulez, le régime qu'il y a à Ottawa ou qu'il y a à Mexico. C'est-à-dire, ils ont un très, très, très grand voisin. Il faut quand même pas trop qu'il le... Bon. Donc, le régime de Kiev, il était indépendant, mais il ménageait quand même la Russie. Et il avait signé un accord, un bail amphithéotique pour remettre à la Russie la jouissance de son port de Sébastopol. Il s'est passé qu'il y a eu en 2014 le Maïdan, qui est une création américaine, avec Madame Victoria Nuland qui est à la manœuvre, une création de l'OTAN dans l'objectif de chasser la Russie de la Crimée, notamment de son port en eau profonde militaire. C'est un atout fondamental pour l'armée russe. Et ensuite, pour commencer le démantèlement de la Russie. Ensuite, il y a eu ces troubles qui sont intervenus, les accords de Minsk I et de Minsk II, où là-dedans, celui qui s'est fait rouler dans la farine, c'est pas Merkel et c'est pas Hollande, c'est eux qui ont roulé dans la farine Poutine. Ils ont reconnu ultérieurement que ces accords de Minsk I et de Minsk II n'avaient pas pour vocation d'assurer la paix entre les deux communautés russophones et ukrainophones, mais en fait de préparer l'Ukraine à la guerre. C'est là-dessus que Poutine est arrivé. Mais Poutine, tel que je l'imagine, d'abord vous savez qu'il est poussé dans les reins par des gens qui trouvent qu'il est trop mou. Il trouve que ça fait belle lurette. Il faudrait qu'il appuie sur le bouton. Voilà. Ou sinon, des armes nucléaires tactiques, du moins, de mettre le paquet. Poutine n'a pas oublié que c'est un peuple frère, qu'il y a beaucoup de mariages entre Ukrainiens et Russes. Et donc, même si ce que je vais dire, il y a des gens qui vont pousser des hauts cris, il a quand même fait preuve d'une relative modération. En tout cas, c'est ce que lui reproche la majeure partie de l'opposition russe à Poutine. Poutine, il sait très bien qu'il a mis la main sur la Crimée, et moi j'y suis allé en Crimée, je peux vous dire, allez-y en Crimée, vous verrez, 98% des habitants sont pour la Russie, ce sont des Russes d'origine. Et c'est pareil dans le Donbass, parce qu'ils étaient martyrisés par le régime de Kiev. Et d'ailleurs, depuis que Poutine, les Russes sont arrivés, on n'entend pas qu'il y ait des manifestations de résistance. À Mariupol, qui a été reconstruit, il y a pas de... Ce qu'on voit en Crimée, c'est pas des actes de résistance, ce sont des bombardements venus de l'Ukraine. Mais Poutine, il est pas bête, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'il sait il faut surtout pas qu'il aille dans le nord-ouest de l'Ukraine, parce qu'autant il est chez lui, si j'ose dire, dans le sud-est, autant s'il allait dans le nord-ouest, mais là, il aurait droit à une résistance, et ça serait le tombeau de la Russie, comme l'Afghanistan a été le tombeau de la Russie. Il faut toujours en revenir aux histoires. Pensez bien que Poutine ne va pas s'amuser à ensuite envahir la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, etc., pour arriver jusqu'à la France et de se ramasser un pays qui est grevé de dettes, qui n'a plus que 9% de son industrie et où, c'est juste un discours pour justifier les grandes dépenses militaires qui sont mises en œuvre actuellement, en fait, en réalité. Bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire, regardez, il y a un truc, comme on est sur TV Finance, on est avec des personnes, des gens qui m'écoutent, qui aiment bien les... Vous savez qu'il y a une société qui s'appelait, je crois, KNDS, qui est une société franco-allemande qui fabrique notamment les canons César. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi ça vient de se passer. Fabriquer un char en commun. Il y avait un char en commun et surtout les canons César. L'État en France, la République française, possède 50%. Et les 50% allemands sont possédés par une famille de milliardaires qui s'appelle Belay, je ne sais plus comment. Enfin bref, ce sont des particuliers. Bien. Ils ont des quantités de commandes, parce que le canon César a montré son efficacité, donc il y a des quantités de commandes passées par la France, par l'Allemagne, etc., des quantités de commandes. Que font les milliardaires en question ? Ils sont malins. Ils savent que, vous savez, en bourse, il faut vendre au son du canon, c'est le cas de le dire, et acheter il faut vendre au son du violon et acheter au son du canon. Ils savent bien que là, les analystes financiers, ils anticipent une croissance fabuleuse des bénéfices. Ce qui est logique. Ce qui est logique, puisqu'il y a des commandes publiques qui arrivent. Donc, du coup, l'action va s'envoler. Et pour l'instant, il n'y a pas d'action dans le public. Ils ont décidé donc de vendre et de mettre en bourse. Bien. Pour maximiser leurs profits.
Et s'ils le font maintenant, c'est parce qu'ils anticipent que les calculs des analystes financiers sur les 4-5 ans qui viennent, en fait, ne seront pas réalisés parce qu'ils anticipent qu'au bout du compte, il y aura un accord de paix et que dans 5 ans, les commandes auront chuté et que l'action redescendra. C'est pour ça. Premier volet de l'analyse, c'est malin. C'est que des gens qui sont de la partie comprennent bien que là, en ce moment, il y a une bouffée de commandes, mais que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Deuxième truc, là on a toute l'affaire résumée de l'Europe, c'est qu'il est question donc d'introduire 20% dans le public. Donc les actions de cette famille introduisent 20%, et les 30% restants, 50% c'est la France, 20 donnés dans le public, et 30 à l'État allemand. C'était là-dessus que c'était parti, sauf que Berlin a dit nein. Berlin veut la même chose que la France. Et donc, comme il y aura 20% dans le flottant, ça veut dire que l'Allemagne exige d'avoir 40%. Et donc exige que la France baisse de 50 à 40. Est-ce que vous voyez la manip? C'est que si la France, elle passe à 40, 20 de flottant, 40 pour l'État allemand, si le flottant est acheté, par exemple, par BlackRock ou Vanguard des fonds américains, on aura une majorité germano-américaine qui mettra la main sur les canons César fabriqués dans la région du côté de Vierzon. Ça, c'est l'Europe. Voilà. Et on sera encore une fois les dindons de la farce. Et c'est pour ça donc que vous vous présentez comme étant le seul candidat à la présidence de la République française, et non pas le candidat de l'oligarchie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Asselineau, d'avoir été avec nous encore une fois sur le plateau de Téléfinance. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'UPR qui a fêté en mars dernier ses 19 ans. La prochaine étape, ce sont les 20 ans. En mars prochain, donc, à l'orée de cette échéance électorale qui est l'élection présidentielle française. Vous êtes en pleine période de récolte de vos parrainages actuellement? Oui, alors ça, alors vous savez, il y a 3 catégories de candidats. Il y a les candidats, il leur suffit d'appuyer sur un bouton parce qu'en interne, ils ont plus de 500 élus. Non. Donc moi, je peux déjà vous dire que la grande nouveauté de cette année, c'est que le RN n'a pas besoin de chercher. Du temps de Jean-Marie Le Pen, ils n'avaient pas des 500 élus. Là, ils n'ont plus besoin de chercher. Donc actuellement, il y a 8 personnes en France qui n'ont pas besoin de chercher. C'est Bardella ou Le Pen, enfin le candidat du RN, on saura ça dans quelques heures. Deuxièmement, c'est Retailleau avec LR. Troisièmement, c'est Édouard Philippe avec Horizon. Quatrièmement, c'est Attal avec la Macronie, avec Renaissance. Ça c'est côté centre droit et extrême droite. Côté gauche, vous avez le candidat le Parti socialiste aura un candidat. Alors qui ce sera? C'est pas encore, effectivement. Est-ce que ça va être Flamby qui va revenir? Je ne sais pas. C'est possible. Alors Monsieur François Hollande. Oui, François, tout le monde l'appelle François Hollande. On a ceux qui ne savent pas. On a quand même du mal à le croire, mais bon. Ça prend de l'ampleur quand même comme rumeur. On a vu ce que ça a donné. Oui, mais Ségolène Royal, elle n'a pas de parti derrière elle, si vous voulez, alors que François Hollande, il a quand même le parti. Il y aura, ça peut être aussi Glucksmann, si je ne crois pas trop. Enfin bref, il ne savent pas, mais lui, il a. Il y a Marine Tondelier pour les Verts. Il y a Mélenchon pour LFI et il y a Roussette pour le PCF, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé secrétaire général du PCF. Ça fait 8. Donc ces 8 personnes ont le pouvoir de se présenter. Je ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout. Vous savez que les rumeurs insistantes dans Paris, c'est que la droite et le centre craignent un deuxième tour RN, LFI, etc. Et donc il y a des pressions considérables qui sont exercées sur M. Retailleau pour qu'il rejoigne, par exemple, M. Philippe. Enfin, c'est pas fait parce qu'il n'y a pas que les... J'ai une question, je suis désolé, je vous coupe, elle est hyper importante. En supposant que, justement, au deuxième tour des élections présidentielles, on est Mélenchon contre Bardella ou Marine Le Pen, vous appelez à voter qui, vous? Alors moi, ce que je vais répondre à cette question. Le vote utile, vous savez, le vote utile pour les gens, c'est voter pour moi. Bien sûr. Parce que, d'une part, si je ne suis pas au deuxième tour, ce qui est probable, puisqu'on me cache, mais je pense que si je suis candidat, je suis quand même beaucoup plus connu qu'il y a 10 ans, et puis depuis 10 ans, il y a 10 ans, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, c'était quand même une idée pour le moins audacieuse et avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est presque en train de devenir tendance. Quand je vois les torchons publiés par le journal Le Monde, quand je vois les bâtons dans les roues qu'on met, quand je vois qu'on m'invisibilise, c'est parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux. De partout, les gens en ont ras-le-bol. Et puis les gens comprennent surtout qu'on est en train de détruire la France. Donc, je pense que, honnêtement, que si je suis candidat, je pense que je le serai, je pense que je ferai un score important. Et plus ce score sera important,
plus ça me permettra d'aller voir, si je ne suis pas au deuxième tour, les deux candidats restants, en leur demandant parmi vous qui est-ce qui prend l'engagement devant les Français de faire, avec une date précise, par exemple en mars 2028, un référendum sur la sortie ou pas de l'Union européenne, avec l'engagement formel devant les Français, et ça est inscrit dans le projet de loi référendaire, que les médias seront tenus, tous les médias, y compris ceux qui bénéficient de subventions de l'État, notamment les journaux, mais aussi les radios et les télévisions, seront tenus à une stricte égalité de 50% pour le camp du Frexit et pour le camp du non-Frexit. Pas un truc comme on a vu les référendums sur Maastricht où il y avait 90% du temps de parole pour le traité de Maastricht. Et puis je demanderais lequel de vous deux me fait ça. Eh bien, je peux vous dire que si je fais 1% des voix, ben évidemment, mais si je fais 7 ou 8%, ben je peux vous dire que là, et c'est pour ça que c'est le vote le plus important si je ne suis pas au deuxième tour. Et par ailleurs, il y a un émiettement possible. Les Français, pourquoi ça ne durerait pas l'effet Georgescu comme en Roumanie? Pourquoi je ne serais pas au deuxième tour? Je vais vous dire un truc. Je sais que ça paraît futuriste, mais si je suis au deuxième tour, je suis le seul, vous m'entendez bien, le seul candidat à pouvoir battre tous les autres. Face à Édouard Philippe, je battrai Édouard Philippe, parce que moi, je ne serai pas comme Madame Le Pen avec Macron. Hein. Parce que Édouard Philippe, je connais mes dossiers, et je sais, et lui, j'ai tout ce qu'il faut pour le détruire. Je ne parle même pas avec Bardella ou avec Mélenchon. Parce que tout simplement, si c'était un deuxième tour face à Bardella, j'aurais tout le centre, toute la gauche qui voterait pour moi, une partie même de la droite, et même une partie du Rassemblement national, parce que Bardella ne fait pas du tout l'unanimité, contrairement à ce qu'on dit. Si c'est Mélenchon, cette fois-ci, j'aurai tout le RN, toute la droite, le centre, et même une partie du socialiste, parce que moi, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas non plus pour la France, la Nouvelle-France, etc. Donc, je battrai Mélenchon. Et si je suis face à Édouard Philippe, eh ben, j'en fais mon affaire. Alors que vous verrez qu'un Bardella et Philippe, c'est Philippe qui sera élu, et un Philippe... un Bardella Mélenchon. Et un Bardella... Alors ça, je ne sais pas, mais un Philippe Mélenchon, c'est Philippe qui sera élu. C'est important. C'est très important parce que c'est un raisonnement très politique que je dis, mais qui est vraiment fondamental. Et malheureusement, beaucoup de Français tombent dans le panneau, vous savez, de ce proverbe chinois qui dit lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il y a des gens qui veulent se faire plaisir, mais les gens qui vont voter Mélenchon au premier tour, en fait, ils risquent de voter pour la retraite à 67 ans, en fait. Parce que Mélenchon, il peut faire un score important au premier tour, j'en suis persuadé. Il a 60 dans son programme. Oui, mais il ne sera pas au deuxième. Parce que Mélenchon, au deuxième tour, sera battu de toute façon. Il n'a pas de réserve de voix. Mélenchon n'aura pas de réserve de voix au deuxième tour, puisque ça sera l'union sacrée contre Mélenchon. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui se passe, même à gauche. Donc, des gens qui veulent se faire plaisir en votant Mélenchon, ils se feront plaisir pendant 14 jours, mais ils voteront contre eux, parce qu'au bout du compte, c'est Édouard Philippe qui fera la retraite de 67 ans. Et c'est pareil pour Bardella. Le seul qui peut empêcher ça, c'est Asselineau. François Asselineau. François. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Asselineau. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Et écoutez, prenez quelques vacances. C'est un peu prévu. Écoutez, profitez-en bien. À très bientôt. Nous, de notre côté, on poursuit le fil de notre émission, puisque dans un instant, on vous diffuse les vidéos de Ludovic Berthola, les Échos de Wall Street. À tout de suite.